voulez poser une question. J'étais parti exactement sur le même thème, c'est que avant d'opposer énergie renouvelable et énergie fossile, essayons d'économiser un peu l'énergie quelle qu'elle soit. Et il y a deux dimensions. La première dimension, c'est en effet d'être capable de fabriquer des objets qui sont moins énergivores à leur fabrication, mais l'autre dimension qui est hyper importante et sur laquelle beaucoup de gens travaillent, c'est les outils qu'on utilise. Alors, on va penser aux voitures, on va penser au logement, hein, c'est quand même deux grands postes, où des progrès assez fondamentaux sont à faire. Sur les voitures, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais ça peut continuer. Si on prend l'exemple du logement, c'est évident qu'aujourd'hui, on est dans une situation catastrophique, notamment dans le parc privé locatif, qui est dans un état épouvantable, vous avez des passoires thermiques partout, et que en incitant, et là c'est vraiment de la politique publique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Agence nationale de l'habitat essaye, par exemple, d'inciter les propriétaires bailleurs à isoler les logements, à mettre aux normes, entre guillemets, les systèmes de chauffage, de façon à d'abord moins ruiner leurs locataires, donc pouvoir peut-être louer mieux leur logement, mais surtout les dépenses d'énergie liées au chauffage dans le logement peuvent chuter de 40 à 50% si on est capable de mettre en place des installations de chauffage correctes et une isolation correcte. Et puis il y a une autre démarche, notamment qui est soutenue par l'ADEME maintenant, qui commence à devenir très intéressante, c'est les analyses de cycle de vie. Et ça devrait se généraliser dans plein de domaines, parce que d'abord, ça peut être très médiatique et très médiatisé, hein, pour emporter la conviction des gens, montrée par l'analyse de, je sais pas quel produit, on peut prendre aussi bien du papier que du plastique, que n'importe quel produit ou matériel, montrer que le cycle de vie d'un produit, c'est pas uniquement casser des arbres pour faire du papier ou utiliser du plastique pour faire des ordinateurs. Enfin bon. Et là, je pense qu'une agence comme l'ADEME a un énorme travail à faire de façon à encourager ce genre de démarche à des fins à la fois motivation et information du public, et d'autre part, évidemment, pour aider les industriels à aller dans ces sens-là. Messieurs, Dame, Madame. Oui, tout ce qui va relever de l'empreinte environnementale, l'étiquetage environnemental, c'est une bonne façon d'entrer dans cette pédagogie pour le plus grand public, pour les objets de grande consommation, mais ça peut être aussi sur la voiture, on a un étiquetage CO2, sur le bâtiment, on a un étiquetage aussi avec le diagnostic de performance énergétique. Donc si on rentre un peu plus dans la vie quotidienne, on peut déjà avoir une visualisation de ce qu'est notre empreinte carbone, enfin on va dire des composants de l'utilisation des matières et d'énergie qui rentrent dans la fabrication d'un objet. Pour l'instant, les référentiels, ils sont encore un petit peu difficiles. C'est pas très... Tout ça est compliqué parce qu'à un moment donné, il faut quand même que sur la fabrication de ton livre, mon cher Michel, voilà, combien de carbone, le papier, la matière. Et après j'ai envie de dire... Oui. Voilà, et est-ce que oui, il y a ces émissions indirectes à lui, bien sûr. Et après, il faudra surtout se poser la question, qu'est-ce que j'en fais, quoi? C'est-à-dire, est-ce que ce livre-là me plaît bien, mais il a une empreinte carbone beaucoup plus élevée que l'autre? Non, mais il y a aussi un problème une fois qu'on a calé le référentiel, et c'est vrai que c'est extrêmement important, parce que quand on veut faire un régime, il faut d'abord se peser. Ce qui n'est pas mesuré n'est pas géré, donc il faut absolument mesurer pour savoir, et puis après savoir pour agir et réduire. Mais c'est quel niveau d'information on va vraiment pouvoir donner à travers cet étiquetage par rapport à des personnes qui, encore une fois, sur la question du pouvoir d'achat, auront peut-être une marge de manœuvre plus réduite. C'est pour ça que je pense que le volet social est crucial et qu'il y a réellement besoin d'un accompagnement et d'une pédagogie. Et aujourd'hui, les personnes, et ça va durer, vont voir plutôt le volet social de la crise, sans se rendre compte que ça participe finalement de la même réalité, qu'on rentre dans un monde de ressources sous tension, et qu'à partir de là, plus rien ne peut être comme avant, et changer les comportements est probablement la première des priorités. Alain? Oui, je crois quand même que la petite musique de l'empreinte carbone, c'est quelque chose de très important. Parce que ça, on rentre, vous avez entendu il y a quelque temps, j'ai oublié le chiffre, mais l'empreinte carbone, une recherche sur Google. Ça a fait un bruit terrible, enfin ça a blogué sur Internet énormément là-dessus. Et donc ça a encore fait de l'empreinte carbone en plus. Mais ce genre de petite musique qu'on fait rentrer doucement dans la compréhension des phénomènes et surtout dans la relativité. Je
je ne vais pas y arriver. Dans la mise en relation des poids carbone, voilà, je prends l'avion, je prends le train, je prends ma voiture. Aujourd'hui, vous n'avez pas une seule publicité automobile sur laquelle ne figure pas, c'est très important parce que on prépare les esprits à réfléchir, à avoir peut-être un peu plus de réflexion par rapport à tout ça. Ouais. Moi, je crois aussi beaucoup comme vous, beaucoup plus au concept de ce type-là qu'aux indicateurs chiffrés. Les indicateurs chiffrés, enfin, le premier, je veux dire, il y a la moitié des gens sur cette planète qui essayent de faire un régime, ils n'arrivent pas avec un indicateur qui est leur poids à arriver à atteindre leurs objectifs. Ne me dites pas si vous avez 50 indicateurs liés à votre empreinte carbone, l'efficacité de votre voiture, vous allez gérer ça. C'est impossible, quoi. La seule chose, c'est qu'il faut des concepts simples qui se mettent dans la tête, qui soient liés à une attitude. Et ces concepts simples, c'est à la limite, après il y aura des gens qui mesureront et puis qui regardent ça se passe bien, mais au niveau de l'individu, il faut que ça soit sur des concepts de vie et beaucoup plus que sur des indicateurs. Je ne crois pas à l'iPad dans lequel il y aura tous nos chiffres. Je sais que Google justement est lancé là-dessus, Microsoft aussi, de la domotique, vous avez tous vos chiffres. Les gens ne vont pas les regarder, ça, et puis ils ne vont pas piloter leur vie avec des chiffres, ils ne le font pas pour leur poids. Moi le premier. Donc, regardez même dans le domaine public la catastrophe de la LOLF. L'activité publique traduite en 1373 indicateurs, si je me rappelle bien, c'est la pire connerie qu'on ait jamais fabriquée. Alors l'idée est bonne, mais tel que ça a été fait, c'est catastrophique.